Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. La question du jour, quid de la représentation? J'allais dire une bêtise, c'est bien la représentation du fameux RIC finalement. Qu'est-ce que c'est le RIC déjà d'une part pour vous? Avant que je lance le jingle. Référendum, initiative citoyenne. La question est posée, et en tout cas on a vu lors de sa présentation, lorsque Macron est venu à la télé dire que finalement le peuple n'aura pas la parole qu'il a demandé. Donc on va en parler dans Causement Réunionnais avec nos invités. Messieurs, bonsoir. D'abord, donc l'invité de nos invités, c'est Étienne Chouard, politologue, professeur de droit, entre autres. Bonsoir. Bonsoir. Également, que je retrouve Antoine Fontaine, bonsoir. Marc Lewitt, bonsoir. Et Éric Marcelli, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi vous avez invité Étienne Chouard finalement? Étienne Chouard, pourquoi nous l'avons invité? Parce que ça fait pas mal de temps que je le suis sur YouTube, Internet. Et, ça veut dire que vous ne travaillez pas? Oui, je travaille pas. Ouais. Mais c'est vrai parce que tout l'argent, je le donne à l'État. Donc c'est pour ça que je travaille plus. Ensuite, tout simplement parce que en ayant lu ses livres, en ayant rencontré aussi Philippe Pasco, il m'a dit Eric, c'est quelqu'un qu'il faut que tu rencontres. Et bien je me suis mis. Philippe Pasco qu'on a reçu également sur le plateau de Télécréole. Il y a un an. Il y a un an également. Donc j'ai dit je vais inviter Étienne Chouard. Enfin nous allons inviter Étienne Chouard à la Réunion pour nous apporter la vision des choses et nous parler du RIC, nous parler des banques, nous parler de la monnaie, nous parler de l'impôt qui est illégal. Alors voilà plein de choses quoi. Voilà ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer l'émission et après vous pourrez lui poser vos questions en direct. Alors, Étienne Chouard, la question c'est quel constat? Comment vous expliquez que Emmanuel Macron, ou que ce soit Édouard Philippe d'ailleurs, son Premier ministre, comment vous expliquez que le président n'a pas souhaité que la représentation du peuple devienne plus directe? Pour moi, ce sont des voleurs de pouvoir depuis toujours, depuis 200 ans. Le régime dans lequel nous vivons, qui s'appelle le gouvernement représentatif, est un système de domination dans lequel les parlementaires, les élus, captent toute la puissance de décider des citoyens, leur volent la possibilité de décider depuis 200 ans et se présentent, à mon avis fallacieusement, comme les porteurs de la démocratie. Les élus ne sont pas des démocrates, ce sont des antidémocrates, ce sont des gens qui décident à la place du démos. Dans notre régime, le démos, c'est-à-dire le peuple, n'a aucun kratos, c'est-à-dire aucun pouvoir. Démos veut dire peuple en grec et kratos veut dire pouvoir. Et la démocratie, étymologiquement, ça signifie le régime, ça désigne le régime dans lequel le démos exerce le kratos, le peuple exerce le pouvoir. Donc nous devrions, si nous étions en démocratie, nous voterions pour des lois. Au lieu de ça, nous élisons des maîtres qui, eux, votent les lois. Donc c'est un système antidémocratique. Bon, il faut de l'autonomie intellectuelle pour arriver à cette conclusion. En fait, moi, pendant toute ma vie, comme tout le monde, comme on me l'avait appris à l'école, comme on me l'avait expliqué dans les livres, comme on me l'avait dit à la télé, comme on me l'avait dit, comme mes maîtres et mes parents et mes amis, les journalistes, tout le monde me l'avait dit, je pensais que la démocratie, c'était l'élection et que l'élection était la démocratie. Donc, par mimétisme, j'enseignais à mes élèves, mes étudiants, et j'enseignais à mes enfants que la démocratie, c'est l'élection c'est la démocratie, sans réfléchir plus loin. Et puis, au moment où vous commencez à réfléchir au fond des choses, savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, on a un petit peu honte d'avoir mis autant de temps à le réaliser, parce que c'est quand même assez évident. Quand vous apercevez que le régime que nous appelons démocratie est un régime dans lequel le peuple, qui est censé avoir tous les pouvoirs, n'en a aucun, vous êtes obligé. Alors là, la désintoxication commence et vous vous apercevez que bien des impasses politiques, bien des impossibilités politiques deviennent des projets politiques parce que du jour où on sait qu'on n'est pas en démocratie, on devient à nouveau habilité à dire ce qu'il nous faut, c'est la démocratie. Parce que tant que vous croyez que la démocratie, c'est ce qu'on a, vous n'avez pas intellectuellement la possibilité de dire je veux la démocratie, parce qu'on peut nous répondre mon vieux, vous l'avez. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser à l'endroit avec des mots à l'envers. D'abord remettre les mots à l'endroit,
pour pouvoir penser à l'endroit. Vous C'est ça avez qu'on été- fait depuis une quinzaine d'années. Vous avez été déçu en 2005 lorsqu'ils sont passés en force au Congrès pour imposer la Constitution européenne? Alors en 2005, j'ai pas été déçu parce que c'est en 2005 qu'on a voté non au TCE. Et c'est 3 ans plus tard, en 2008, le 4 février 2008, que vraiment, c'est les voleurs de pouvoir, j'insiste, et il faudrait trouver quelque chose, un mot plus fort que ça. Je n'exagère pas quand je dis voleurs de pouvoir, ce sont des traîtres à la patrie, hein. Des gens qui... les gens, en l'occurrence c'était Sarkozy, qui en 2008, 4 février, a réuni le Congrès pour nous imposer par voie parlementaire le traité de Lisbonne que nous venions 3 ans auparavant de refuser par référendum, largement. Et donc c'est littéralement un coup d'État, c'est un viol politique. Et donc j'étais pas déçu en 2005, mais en 2008, déçu, oui, déçu si on veut, parce qu'en fait, ça commence à faire longtemps que je sais que je ne serai pas émancipé, je ne serai pas sauvé par les élus. Les élus sont mes maîtres, ce sont mes bourreaux. Et donc, j'attends pas d'eux la solution. Donc, ce que font les Gilets jaunes aujourd'hui, qui consiste à écrire eux-mêmes, s'entraîner à écrire eux-mêmes la Constitution, sans rien demander aux élus, ça, c'est vraiment révolutionnaire. Ça va vraiment tout changer sur Terre. Le jour où tous les humains, ou une quantité suffisamment importante d'humains, seront devenus gilets jaunes constituants, il va se passer quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'enfin, l'escroquerie parlementaire va pouvoir prendre fin et on va avoir une vraie démocratie. Ce sera peut-être d'ailleurs une aristocratie, c'est à nous de décider, hein. C'est aux représentés de décider du type de représentation qu'ils souhaitent. Et il n'est pas dit qu'ils veuillent une démocratie au sens strict. C'est possible qu'ils n'aient pas envie de s'occuper de toutes les lois. Et il est possible, et c'est légitime, c'est à eux de décider. C'est aux humains, aux représentés de décider ça. Il est possible qu'ils décident un système semi-représentatif, semi-direct, un peu comme le régime d'aujourd'hui, mais avec le RIC. C'est-à-dire avec la possibilité pour le peuple, à tout moment, de reprendre complètement la main sur les représentants en les mettant à l'écart s'il le faut. Donc, mais en tout cas, c'est pas aux représentants d'écrire les règles de la représentation, d'écrire la Constitution. C'est aux représentés de faire ça. Ça, je pense que... je sais, bien sûr que je peux me tromper, hein. Donc je suis prêt à en discuter, même si pour l'instant j'en suis absolument certain. Peut-être que je me trompe, mais bon, j'arrive pas à trouver de défenseurs du gouvernement représentatif, donc de l'escroquerie parlementaire. Il y en a beaucoup, mais ils n'osent pas venir se frotter à moi. Ils disent que je suis fasciste ou autre sottise, qui leur permettent de ne pas avoir à se frotter sur le plan argumentaire, sur le fond. Mais bon, sur le fond, avant de donner la parole aux autres, sur le fond, est-ce qu'on peut regretter aujourd'hui que la Constitution de 58, De Gaulle l'a voulu trop présidentielle? C'est pas présidentiel, hein. Le régime présidentiel... Trop présidentiel, j'ai dit. J'ai pas dit régime présidentiel, mais j'ai dit trop présidentiel. Parce qu'il a quand même mis en place un système où il avait quand même le pouvoir. Mais oui, c'est une monarchie. Ouais. C'est une monarchie élective. C'est un système, c'est le seul au monde, hein, à part les colonies françaises qui ont imité la constitution de la 5e, mais nulle part dans le monde, les pouvoirs ne sont aussi concentrés dans les mains du président. Donc c'est vraiment un régime qui est le plus proche, c'est un régime parlementaire, mais qui est le plus proche de la monarchie absolue, hein, où le président de la République nomme à tous les emplois civils et militaires, a vraiment des pouvoirs très concentrés. Le président des États-Unis... Et les États-Unis sont ce qu'on appelle le régime présidentiel. Et dans ce régime-là, le régime américain, le président a beaucoup moins de pouvoir. Il a beaucoup plus contre lui, sans arrêt, son Congrès, les représentants et les sénateurs. Et il est constamment embêté par l'organe législatif. Et réciproquement. Ce qui fait qu'il y a un check and balance qui est mieux pensé, encore que très imparfait, c'est aussi antidémocratique que le nôtre, hein. Mais notre système français est bien plus autoritaire que tous les régimes parlementaires du monde, hein. D'ailleurs, c'est un magnifique oxymore, la monarchie républicaine. Oui, oui et non. On pourrait presque dire que c'est un pléonasme, puisque finalement, la République, c'est une reproduction de la monarchie sous une modalité différente, parce que ce sont toujours les riches qui dirigent. Simplement, c'est sous la modalité élective. Quand ils se sont aperçus que l'élection donnait des résultats plutôt meilleurs que la monarchie, parce que ça devenait très difficile de s'opposer à la République étant présentée comme l'expression de la volonté nationale, l'expression de la volonté populaire, ceux qui se présentaient comme opposés à la République étaient présentés comme des factieux, des gens dangereux. Finalement, plus facile à museler que les opposants à la monarchie, qui étaient finalement la République, entre guillemets, hein, ce qu'ils ont appelé République depuis 200 ans, est un régime dans lequel
le roi, c'est-à-dire celui qui décide tout, est plus invulnérable qu'il ne l'était dans le système de la monarchie absolue. Mais dans les deux cas, le peuple ne décide de rien. Encore qu'on pourrait même je peux me faire moi-même la contradiction, parce que dans l'Ancien Régime, donc sous la monarchie absolue, dans les villages donc du Moyen-Âge, les villageois votaient leurs lois à main levée. C'était beaucoup plus démocratique que nous aujourd'hui. Les villageois n'avaient pas des représentants qui votaient, ils votaient eux-mêmes leurs lois, village par village. Alors certes, ils donnaient des hommes au roi pour faire ses guerres, ils donnaient des impôts, ok, c'était pas facile. Mais sur le plan des lois, ils géraient leur eau, ils géraient les communs. En fait, il y a beaucoup plus de démocratie. Dans l'histoire des hommes depuis des milliers d'années, les sociétés humaines sont beaucoup plus souvent démocratiques que la tyrannie dans laquelle nous vivons depuis 200 ans, la tyrannie parlementaire. Les humains s'organisent le plus souvent, il faut lire les anthropologues pour voir ça, pour voir comment sont organisées les sociétés primitives, les sociétés indiennes, amérindiennes. C'est tout le temps incroyablement démocratique. Lire Greber, je vous ai apporté les livres, je peux vous les montrer, j'aurais dû les mettre à portée là pour les sortir au fur et à mesure. Il y a un bouquin de David Greber qui s'appelle « La démocratie aux marges au pluriel », qui fait le point sur des tas de sociétés absolument passionnantes, comme les Amérindiens, je vous disais, comme les sociétés de pirates. Les pirates avaient des sociétés ultra démocratiques. Sur le bateau des pirates, les pirates avaient tellement souffert de la tyrannie qui régnait sur les bateaux. Donc les marins, depuis toujours, sont les damnés de la terre. Et les marins étaient maltraités au dernier degré. Quand ils n'étaient pas contents, on les foutait à l'eau avec les requins. Et donc très très maltraités, quand ils arrivaient à s'émanciper par des mutineries et à massacrer leurs bourreaux, ils avaient la possibilité sur leur bateau de fabriquer un nouveau système, et c'était tout le temps des systèmes extrêmement démocratiques, à l'abri de tout chef. Ils avaient peur des chefs, comme nous devrions avoir peur des chefs. Et les pirates mettait en place donc un capitaine qui n'avait en temps de paix aucun pouvoir, absolument aucun pouvoir de décider, et en temps de guerre, c'est-à-dire d'abordage, le pouvoir de commander, parce que les pirates savaient que s'il n'y avait pas un chef en temps de guerre, ils se prenaient une pâtée. Donc ils avaient besoin d'un chef en temps de guerre, mais ils savaient que c'était dangereux, que le chef pouvait devenir un tyran en temps de paix, et donc il y avait le quartier-maître, qui était un homme à côté de lui qui servait de contre-pouvoir, et quand le capitaine se mêlait de donner des ordres en temps de paix, la tâche du quartier-maître, c'était de le foutre à l'eau. Un peu comme dans les sociétés amérindiennes, le chef à plume que vous connaissez, le chef Sioux, a le pouvoir de commander en temps de guerre, mais aucun pouvoir en temps de paix. Et c'était très codé, c'est-à-dire que la surveillance du chef en temps de paix était drastique. Il était assis sur son trône, il devait parler, il parlait aux autres, et on lui passait devant sans l'écouter, en l'ignorant, pour bien lui montrer qu'en temps de paix, on se foutait de lui, c'était pas à lui de donner les ordres. Un Indien n'imagine pas de donner un ordre et d'en recevoir en temps de paix, etc. Donc il y a dans la démocratie aux marges, et d'autres bouquins sur la démocratie, vous verrez qu'il n'y a pas que la démocratie athénienne, il y a plein de sociétés humaines, on dirait que, bon, j'allais dire toutes, je sais bien que pas toutes, mais une immensité les humains aspirent à la démocratie, c'est-à-dire à participer à l'élaboration et la gestion du bien commun, depuis toujours, c'est pas du tout nouveau, et le système de domination parlementaire est très récent dans l'histoire des hommes, et finalement très peu de choses dans l'histoire des hommes. Et donc il ne tient qu'à nous de nous informer, nous éduquer sur ce qu'est une vraie démocratie pour, à ce moment-là, aspirer à la démocratie, et je pense qu'on viendra à bout du système de domination parlementaire. Ce que font les Gilets jaunes, c'est qu'ils ne se préparent pas à réclamer le RIC à Macron. On n'a pas besoin que Macron nous le donne. Macron et ses sbires nous obtiendrons. Nous mettrons en place, obtiendrons, ça veut dire que je l'ai demandé et que je l'ai obtenu. C'est pas ça. J'ai même pas besoin de l'exiger. Exiger, ça veut dire demander fortement. Non, j'ai pas besoin d'exiger fortement. Quand nous serons des millions à nous être passé le mot, et nous être entraînés à écrire nous-mêmes les règles du RIC, nous allons imposer le RIC parce que nous le voulons. Et ça va se passer sans avoir l'accord des élus. Nous n'avons pas besoin de nos maîtres pour nous émanciper. Nous allons nous émanciper tout seuls comme des grands, parce que ça y est, nous avons passé l'adolescence. Dans l'histoire de l'humanité, nous étions obéissants. Ok, on a toujours obéi. Et puis là, maintenant, on arrête d'obéir. Comme un adolescent. Un adolescent ne demande pas la liberté, il la prend. Et c'est ce que les Gilets jaunes nous montrent le chemin. Nous devrions tous être Gilets jaunes constituants. Mais c'est pour bientôt, ça vous allez voir, ça va venir. Il faut attendre un peu. Vous êtes d'accord avec... ce que Étienne Chouard vient d'écrire, c'est vraiment prendre... Je ne sais pas tant en fait si le peuple manque de pouvoir que d'organisation.
en fait. C'est vrai que dans l'histoire de l'humanité, finalement, la coupure, elle s'inscrit avec l'avènement du capitalisme, je dirais, si on fait une espèce de coïncidence comme ça avec l'avènement du capitalisme où on a réussi à faire croire à un moment donné aux individus qu'ils n'avaient pas le pouvoir parce que au fond c'était la règle de droit a toujours servi quelque part à être un outil de domination des individus et c'est la croyance aussi que l'on donne à cette règle de droit qui permet quelque part au pouvoir de faire croire au peuple qu'il n'a pas le pouvoir. Et c'est vrai que je ne sais pas tant si c'est une question d'organisation et c'est ce qui est en train de se passer je pense aujourd'hui en France mais dans tout un tas d'endroits dans le monde on voit bien qu'il y a une espèce de mouvement comme ça dans différents pays où on se rend compte qu'il y a un réveil parce que on a déresponsabilisé énormément les individus et qu'aujourd'hui on est arrivé à un tel stade où les gens sont complètement acculés notamment pour satisfaire leurs besoins fondamentaux et finalement on se rend compte que c'est peut-être la satisfaction de ces besoins fondamentaux qui les fait bouger. Hein. Souvent, les révolutions étaient liées à des famines. Aujourd'hui, même s'il y a des gens qui vivent dans des conditions misérables dans ce pays et qu'il y en a encore certainement qui meurent de faim, mais on peut pas dire que les gens aujourd'hui meurent de faim, ce qui fait qu'elles sortent de chez elles pour exiger finalement qu'elles puissent vivre dans des conditions convenables. Et c'est vrai que le mouvement des Gilets jaunes, ça a été un peu ça à l'origine, c'est que je dirais, enfin, en tout cas c'est une analyse, hein, c'est que les gens n'arrivaient plus à s'en sortir financièrement dans ce système et on se rend compte que le pouvoir quelque part, quand on y réfléchit, il est là, il est entre nos mains et que il faut juste prendre conscience, je dirais, de cela, ce qui n'est pas forcément évident. C'est ce que permet de faire quelque part aussi le travail que fait Étienne Chouard depuis des années, je pense, de conscientisation de cette situation. Les Gilets jaunes ont vraiment bougé les lignes à ce niveau-là. Ça a été vraiment, j'allais dire, un pas vers ce que vient de dire Étienne Chouard ou Antoine Fontaine. Moi, je pense que ça a surtout été un signe un peu tardif, puisque Étienne, depuis 2005, je pense, fait apparaître ses travaux. Je vais rejoindre moi les deux acceptions de nos invités, d'Antoine et puis d'Étienne, notamment concernant cette justice qui a cette règle de droit qui oblige à une certaine soumission. Effectivement, on peut constater que cette justice, cette règle de droit, elle est de fait depuis tout temps complice du pouvoir en place. Quant aux travaux d'Étienne, moi ce que j'apprécie, c'est surtout cette recherche parfaite de la démocratie, cette représentativité qui doit être optimum. Mais cette représentativité, elle induit également un contrôle constant du représentant du peuple. Et c'est là-dessus, je pense qu'il faut vraiment axer les travaux des Gilets jaunes. Ce RIC en est effectivement une procédure, une modalité, un outil. Éric Marcelli. Moi, je dis que les Gilets jaunes ont eu le courage de dire tout haut ce que tous les Français, tout ce que le peuple pensait, en descendant dans la rue. Et ça a permis de mettre les gens en communication. Parce qu'on avait perdu cette communication. Donc sur les ronds-points, on a pu discuter et on continue de discuter, même si à La Réunion, on a l'impression que les Gilets jaunes ne sont plus là. Et on est toujours en contact et on cherche à mettre en place une stratégie de manière à reprendre le pouvoir. Comme on a besoin de prendre notre liberté. On nous l'a volée, cette liberté, il faut qu'on la reprenne, cette liberté. Et ce qui est malheureux, ce que je trouve regrettant actuellement, c'est que ce sont notre jeunesse. Notre jeunesse, elle est perdue. Hein? Ils savent ce que c'est qu'un Facebook, on marque FB, MDR, tout ça. Mais hier, quand on a parlé avec certains jeunes du RIC, ils nous ont regardé, c'est quoi le RIC? Ils sont complètement déconnectés. Hein? Donc on a une jeunesse qui vit dans un autre monde et on a besoin de les mettre face à cette réalité qui, pourtant nous, aujourd'hui, j'ai pas honte de le dire, j'ai 57 ans. Dans 10 ans, pour moi, je serai peut-être plus là. Mais je me bats pour les enfants qui ont
18 ans aujourd'hui qui doivent voter, 18 ans et plus. Élire. Élire, si tu veux. Et il faut qu'ils comprennent ça. Mais comment leur faire comprendre? Ça va être une pédagogie très difficile. Par contre, en ayant lu un des livres d'Étienne, c'est que c'est vrai, on a joué beaucoup avec les mots. On a donné un autre sens. Par exemple, le mot représentant. Hein, on dit que nos représentants sont là pour nous servir et non se servir. Et ils ont joué beaucoup avec ces mots. Démocratie et ainsi de suite. Voter, élire. Oui, on joue beaucoup avec les mots, donc on a enlevé le sens du mot. Donc maintenant, il faut redonner du sens à notre vie en se réappropriant les mots, hein, en se réappropriant notre avenir. Ça implique, par rapport à ce qu'a dit Eden Schwartz, je vais lui reposer quelque chose dans un instant, mais je vous pose à vous d'abord la question. Les Gilets jaunes sont partis, ça a été un mouvement du peuple, sans un leader qui se dessine pour conduire le mouvement. Ce qui fait que, vous me direz si je me trompe dans mon explication, hein, ce qui fait que ça n'a pas tenu longtemps, parce que tout le monde voulait un petit peu s'accaparer la posture de responsable, à la rigueur. Comment faire pour qu'un mouvement perdure sans qu'il y ait, ce que disait tout à l'heure Étienne Chouard, qu'il y ait un chef, quelqu'un qui impose ça. Je pense. Attends, tout le contraire. je vais te laisser passer. Ça dure. Je vais dire, peut-être trop fort. À La Réunion, notre mouvement a été pourri par nos élus. Oui, c'est vrai. Voilà. Il y a deux Le contexte Il y a deux est situations local. à dissocier. Il y a Vous les pouvez gilets développer jaunes en métropole et il y a les gilets jaunes à La Réunion. Je Oui. pense que les deux contextes, je pense que tout le monde sera d'accord, sont totalement différents. Pourquoi? C'est parce que en métropole, on a vu des figures émerger, Oui. dont un qui se présente d'ailleurs, qui présente une liste. Aux je crois que c'est- élections européennes. aux élections européennes, c'est Francis Lalanne, je crois, qu'on l'aime, qu'on l'apprécie ou pas, peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des chefs qui sont des représentants qui se sont détachés, alors qu'à La Réunion, ce sont les élus qui ont phagocyté les mouvements pour l'annihiler totalement. C'est une totale autre, c'est une autre, comment dirais-je, une autre stratégie qui s'est opérée. Tu peux développer ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont Bah, fait ce qui les s'est élus, là passé, c'est que lors des crises des Gilets jaunes, lors des manifestations, lors des blocages, entre guillemets, au début c'était des blocages, ensuite il y a eu beaucoup plus de facilité de laisser aller pour circuler, il y a eu donc ce qu'on appelle des nervis, hein, des représentants des élus locaux, hein, que Des ce soit les c'est quoi, maires, des les conseils. milices, des mercenaires, des quoi, des... Non, ce sont des gens, Ce sont des militants, ce sont à la des solde militants d'un actifs, politique, très actifs, qui sont à la Armés. recherche, oui, des militants actifs qui sont à la recherche d'un poste, d'un travail, d'un contrat, ou qui espèrent un retour d'ascenseur, et donc qui ont infiltré ces mouvements. En et mettant eux-mêmes des gilets jaunes? Absolument, Tout à fait, oui. absolument. Qui ont comment dirais-je, ce sont ce qu'on appelle des empêcheurs de tourner rond, qui ont justement permis d'empêcher cette fédération, cette réunion, cette symbiose dans les idées pour faire émerger un représentant, et ont créé donc ce Tu veux dire, climat. ils ont empêché la formation de représentants? Tout à fait. Ils ont énervé tout le monde, et hein, créé des un actions climat de violence. délétère au sein donc des structures, tout simplement. En quoi? En semant la zizanie? Tout à fait. En jetant sûr. les uns contre les autres? en étant bloquant violents, aussi, tout simplement. En bloquant plus que ce qui était en raisonnable. bloquant tout simplement la réunion pendant 3 semaines. Exactement. Hein, ça n'a jamais Ah été finalement le mot d'ordre qui avait été lancé au niveau national, c'est que ces militants politiques se sont emparés quelque part. Un peu comme les de- Black Blocs dans les manifs, alors. Bah, pas pour D'une les autre mêmes manière, raisons. pas je pour les dirais mêmes que pas raisons, pour les mais mêmes raisons. Pas pour les mêmes raisons, Pas pour les mêmes raisons. Je sais- mais pour les mêmes buts. Bah, peut-être qu'il y a un élément On quand ne sait même pas qu'il quels faut... sont les buts des Black Blocs. qui- peut-être Bah, qu'ils c'est le font sans faire de exprès. déconsidérer le mouvement. Je sais pas si- si Les c'est empêcher de mêmes raisons. prospérer. Les empêcher de prospérer. Est-ce que les Black Blocs, c'est leur but? Je suis pas sûr de ça. C'est peut-être Moi une non différence, plus. ça. Peut-être que Moi les non Black Blocs plus. le font de bonne foi. Ils pensent que. Non, mais là, je fais la il faut- comparaison entre les gilets jaunes métropolitains et les gilets jaunes donc de la Réunion. À la Réunion, le fait que il y a eu ces comment dirais-je, ces empêcheurs de tourner en rond, qui ne s'est pas produit en métropole, puisqu'il y a eu je le rappelle, des représentants qui ont émergé. Ça a permis justement, premièrement, de mettre une étiquette malsaine sur les gilets jaunes à la Réunion, et d'empêcher que ne ressortent des figures, des meneurs, Il n'y entre a guillemets. aucune figure à la Réunion. Non. Comment s'appelle celui qu'on a vu tout à l'heure, Yanis? Là, c'est pas une figure, c'est pas reconnu comme. Il est juste en train maintenant d'émerger peut-être. Oui, mais sur était pas au d'autres début. problématiques.
Il n'y a pas comme les métropoles, il n'y a pas eu de... Mais vous savez, il me semble que vous dites, est-ce que le mouvement ne s'essouffle pas parce que il n'a pas de chef? Mais moi, je trouve qu'au contraire, le mouvement est incroyablement long. Il a tenu l'hiver. D'habitude, les mouvements sociaux, c'est au printemps ou l'été, quand il fait beau. Puis dès qu'il pleut, les gens rentrent chez eux. Alors que là, le mouvement a commencé à la fin de l'automne. Il caillait, il pleuvait. Ils sont restés tout le temps, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse froid, qu'il vente. Ils restaient même la nuit à tenir les ronds-points. Ils étaient incroyablement déterminés. Chez nous, c'était... Enfin, en tout cas, chez nous, à La Réunion. Moi, ce que j'ai vu... Et à La Réunion, ça s'est terminé plus vite, c'est ça? À La Réunion, le mouvement est quasiment, on est d'accord, moribond, hein, à part quelques points qui... Moribond, mais c'est parce qu'il y a un contexte local aussi qui Exactement. est particulier. Hein. Le fonctionnement de La Réunion, vous parliez tout à l'heure de ce fonctionnement monarchique qu'on retrouvait dans les colonies françaises. Tout à fait. La Réunion, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même une ancienne colonie. Dans son fonctionnement, ce sont toujours les structures coloniales qui animent la société réunionnaise. Et les élus locaux, alors c'est un point de vue, hein, je n'ai pas dit que c'est la vérité, c'est un point de vue. Les élus locaux ont une hérédité avec les anciens maîtres esclavagistes. Si vous voulez. Et c'est vrai que très rapidement, dans le mouvement des Gilets jaunes, les élus locaux ont réussi à reprendre la main grâce à ces militants politiques. Et puis, si on remonte un petit peu plus loin dans l'histoire, moi je trouve intéressant la réflexion que vous avez sur l'histoire de différents endroits, et notamment l'histoire de France également. Hein. Mais sans remonter aussi loin, il y a un gros problème d'abstention aujourd'hui à La Réunion. Si on revient sur les résultats, mais pas qu'à La Réunion. D'abstention. C'est un problème. C'est un problème pour le fonctionnement de ce système. C'est qu'aujourd'hui, grosso modo, aux dernières élections législatives qu'il y a eu 30% de participation. Hein. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Tout à fait. Mais pour vous dire que, si vous voulez, le système est un système clientéliste, en fait, d'autant plus ici à La Réunion, et qui est alimenté par l'intermédiaire de contrats aidés, puisque les gens font une recherche de survie. Hein, quand même, des contrats aidés qui sont donnés par l'État. Et en janvier 2018, le président de la République annonce la suppression des contrats aidés dans l'outre-mer. Donc c'est panique à bord chez les élus locaux, puisque comment vont-ils alimenter, si vous voulez, ce clientélisme, en sachant qu'il y a 70% d'abstention et que l'État ne donne plus aujourd'hui ses contrats aidés. Donc quelque part, les Gilets jaunes a été une aubaine pour nos élus locaux, puisque à la suite de ces 3 semaines de blocage de toute l'île, hein, il faut bien le dire, complètement entier, où les gens ne pouvaient plus s'approvisionner, c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, on a réussi à monter les gens les uns contre les autres. À l'issue de ces 3 semaines de blocage, le gouvernement a annoncé à nouveau des contrats aidés. Alors, je vous propose on va marquer une petite pause, on va revenir juste là-dessus, justement, sur les contrats aidés et sur la façon que les politiques ont mis la main sur les quelques individus sur les ronds-points ou sur les barrages. Et on va voir un petit peu aussi à quel point le fonctionnement politique à La Réunion garde pas mal de relents de cette colonie, de cette ancienne colonie qu'est La Réunion. On se voit juste après. Retour donc sur le plateau, et je vous rappelle qu'on est en compagnie donc d'Étienne Chouard, politologue, professeur d'économie et de droit, avec Antoine Fontaine également, Marc Lewitt et Éric Marcelli, des Gilets jaunes qui ont oublié leurs Gilets jaunes, et on parlait de la façon de fonctionner que les politiques ont mis la main sur quelques individus, ce qui a permis aussi donc de mettre un petit peu fin à certains barrages, à certains barrages sur certains ronds-points, montrer aussi que la fin des contrats aidés a été sauvé quelque part un petit peu par ce mouvement, puisque le gouvernement a envoyé quelques centaines d'emplois aidés. Donc, comme on disait tout à l'heure, il y a à La Réunion un fonctionnement politique qu'on a hérité, je dirais, de ce système colonial qui n'est pas si loin que ça non plus d'ailleurs. Non, qui n'est pas très loin. Avant, c'était la politique de la feuilletole. Feuilleton, Saximent, en fait, c'était, on allait voir les élus quand on avait besoin pour sa maison qui était dans un état d'insalubrité avancée. Il y a beaucoup
de problématiques de logement ici à La Réunion. Et donc on allait voir les élus pour avoir une petite feuille tôle pour pouvoir couvrir et abriter la maison de la pluie. Je vois que vous êtes surpris par ce propos. Il faut savoir que la Réunion et l'outre-mer en général, je dirais, c'est un ensemble à part dans la France, et que le fonctionnement aujourd'hui, si tant est que l'on gratte un peu derrière ces grandes infrastructures qu'on peut voir, parce qu'il y a quand même un aspect un peu moderne, je dirais, lorsqu'on arrive par endroits ici, mais quand on gratte un peu la peinture de façade, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de pauvreté, beaucoup de misère, déjà aussi, je dirais, une volonté de ne pas éveiller les consciences chez les individus. Et c'est vrai que ces contrats aidés aujourd'hui, c'est cette forme un peu moderne qui permet aux élus de conserver le pouvoir sur une population qui est aux aguets. Parce qu'ils échangent les contrats aidés contre des votes pour eux, c'est ça? Ah oui, bien sûr. C'est l'achat de voix. Ça vous semble évident? C'est le clientélisme. L'achat de voix réglementé. Sur fonds publics. C'est-à-dire qu'avec l'argent que leur donnent les contribuables, ils achètent les voix en donnant des avantages, comme les contrats aidés ou la feuille tôle. C'est bien ça. Enfin, c'est plus les feuilles tôles maintenant. C'est étonnant quand même, comme la procédure de l'élection, la procédure même de l'élection paraît très fondamentalement corruptrice, quoi. En fait, c'est une procédure qui incite à la corruption, qui pousse à la corruption. Là ça paraît atteindre des niveaux extrêmes, mais en fait, partout, l'élection pousse à la corruption. Le meilleur menteur sera élu, quoi. Le meilleur menteur, celui qui ment pas a aucune chance d'être élu. Et c'est fou, quoi. Il faudrait vraiment qu'on arrive à imaginer des règles de la représentation qui permettent d'empêcher ça. Si vous voulez, on peut faire un petit atelier constituant. Si vous aviez le pouvoir d'écrire vous-même la Constitution, quelles règles écririez-vous pour empêcher les élus d'acheter ainsi leurs électeurs, de dévoyer leurs subventions, l'argent dont ils ont la responsabilité, la en servant pour être élus. Parce que somme toute, c'est vrai que ces contrats aidés sont une réponse quand même qui à une pauvreté, mais qui est une réponse qui est censée répondre à qui est conjoncturelle, mais qui perdure dans le temps. Finalement. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas distribuer des feuilles de tôle à tous ceux qui en ont besoin sans leur demander un vote en échange? C'est-à-dire est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une politique publique qui vienne à bout de la pauvreté sans que ça corrompe on pourrait essayer de le faire, mais le problème, c'est que les gens sont tellement formatés. Pour eux, ils sont habitués à cette façon de faire. Donc c'est un travail pédagogique de longue haleine à faire. On trouve ça à Marseille aussi. À Marseille, on entend souvent parler de clientélisme. Oui, mais on entend aussi les Kalachnikov aussi à Marseille. Aussi, voilà. Donc peut-être que la minorité qu'on est, fera sortir les armes, je ne sais pas. Oui. Laissez un peu aller, peut-être un petit peu vite en besogne. C'est le Kossami gagne. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Mais la question reste sur la démarche dont on parle depuis tout à l'heure. On a vu, il y a eu ce mouvement spontané à partir du 17 novembre. Le peuple français a, en tout cas, manifesté son ras-le-bol, a dit que aujourd'hui, ce qui se passe n'est pas équitable, la richesse est mal répartie, la politique menée par les différents gouvernements ont profité aux riches, les mesures mises en place ont profité aux plus riches. La question, c'est est-ce que demain, le peuple qui est de la classe moyenne, qui est, ou même des intellectuels, ou bien le prolétariat, pour utiliser un mot socialiste ou communiste, est-ce qu'ils auront vraiment la mainmise sur le pouvoir de prendre des décisions pour leur bien-être? Le problème, c'est qu'actuellement, les gens sont tenus. Ils sont tenus par quoi? Par ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent, tout simplement par des crédits. Ils sont tenus par leurs banquiers. La dette a été inventée pour ça. Voilà, mais actuellement, mai 68, les gens n'avaient pas autant de crédit de voiture, crédit de maison, de terrain. Aujourd'hui, la plupart des gens, ils ont un crédit. Et s'ils ne travaillent pas, comme ça a été fait pendant presque un mois, comment ils vont faire pour rembourser le crédit? Mais le banquier n'en a rien à foutre de ça. Lui, ce qu'il veut, c'est son argent. Donc les banquiers, ils ont pris le pouvoir. Et les banquiers, ils tiennent nos hommes politiques. Les banquiers, ils tiennent la presse. Donc, le problème... D'où la nécessité de redéfinir la fonction politique. La fonction politique. Et la fonction politique, comme le dit Étienne, elle est définie et elle doit être contrôlée, limitée dans une constitution
par le peuple. C'est le peuple qui doit écrire effectivement sa constitution. Pourquoi ? Parce que si on laisse effectivement écrire une constitution par des constituants professionnels, qui sont des politiques, des élus, ils vont indiquer leur mission, mais jamais leurs limites de mission. Et ils vont s'auto-congratuler et surtout s'auto-favoriser. C'est pour ça que le peuple doit contrôler systématiquement, et là je suis tout à fait d'accord dans le contrôle récurrent et régulier des institutions et la construction d'une constitution par le peuple et non pas par les élus du peuple, non pas par des représentants du Marc peuple. Lewis, autour de cette table, tout le monde est conscient que l'économie, le capital a donné le pouvoir aux politiques. Les politiques renvoient l'ascenseur. Lorsque Valéry Giscard d'Estaing, sur le 14, décide que le gouvernement ne peut plus emprunter à la Banque de France, mais il fallait emprunter à la BCE, c'est bien de faire en sorte que l'argent public serve des moyens privés. Mais c'est même pire que ça maintenant. C'est-à-dire que maintenant, les banques se passent des politiques. Je vous rappelle le cursus de M. Macron, peut-être. Je vous écoute. Monsieur Macron était un banquier, travaillait pour Rothschild, avant pour d'autres banques. Donc Monsieur Macron est une émanation, est un pion placé maintenant directement. Vous avez vu comment on a dégagé Fillon. Maintenant, ils mettent carrément leurs hommes à la tête du gouvernement et des instances les plus importantes. On a soi-disant des institutions, pour terminer, laisser la parole à mes collègues, on a soi-disant des institutions qui devraient, comme le souligne effectivement dans son ouvrage Étienne, contrecarrer, servir de contre-pouvoir. Or, en l'espèce, que se passe-t-il ? Ces institutions, ces hautes cours de justice, vous prenez le Conseil constitutionnel, vous prenez le Conseil d'État, vous prenez la Cour de cassation, vous prenez toutes ces AAI, ces autorités qu'ils estiment indépendantes, qui sont nommées par le président de la République ou par l'exécutif et qui n'ont rien d'indépendant, sont une insulte à la démocratie. Il n'y a plus de contre-pouvoir en France. En même temps, il y a aussi la croyance que peuvent avoir chaque individu dans le fonctionnement de ce système. Puisque au fond, comme je disais tout à l'heure, le pouvoir, il n'est pas plus loin que là, en fait. Il est dans la main. Puisqu'on parlait un peu d'économie, qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui, si tant est que on puisse s'organiser pour cela, mais qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui les citoyens et les consommateurs que nous sommes de décider, par exemple, d'arrêter de consommer un produit, mais ça change rien, de boycotter, d'organiser un boycott, si vous voulez, par rapport, puisque le pouvoir, il est essentiellement aujourd'hui financier ou économique, comme on l'a dit, pour commencer justement à ébranler cette machine, et pour élément, on le voit bien sur les gilets jaunes qui sont produits ici à La Réunion, lorsque certaines personnes ont commencé à vouloir bloquer, c'était au tout début, les centres commerciaux, je peux vous dire que ceux qui détiennent l'économie de La Réunion se sont bougés assez rapidement, et notamment, pour prendre un exemple sur un magasin de bricolage, lorsque un samedi, avec d'autres personnes, nous sommes allés faire fermer ce magasin de bricolage qui fait habituellement 700 000 € de chiffre d'affaires sur un samedi, je peux vous dire qu'il a fait 10 000 € et que le pouvoir économique s'est bougé auprès des politiques pour faire bouger les choses. Et là, on a commencé à monter la population, les différentes personnes dans la population, les unes contre les autres. Donc, on voit bien que même si aujourd'hui, on a l'impression que nous n'avons pas forcément ce pouvoir, pourtant, il n'est pas très loin quand on y réfléchit. Et il suffirait aussi d'en prendre conscience. C'est comme le crédit qu'on apporte à ces élus aussi, ou à cette règle de droit. C'est parce qu'on accepte de se soumettre à la règle. Et qu'à un moment donné, si on prend conscience que cette règle elle n'est pas bonne, eh ben, la règle de droit, elle tombe tout simplement. C'est parce que, quelque part, dans le système juridique, il y a comme une forme de contrat. On accepte quelque chose, alors qu'on n'est pas d'accord. Et effectivement, on est considéré à ce moment-là comme hors la loi. Je pense que le mouvement des Gilets jaunes a quand même ceci d'intéressant, c'est qu'il est une étape dans une évolution. On voit bien que le monde est en mutation aujourd'hui, et qu'il est une étape qui va dans le sens du peuple, et qu'on ne sait pas comment cela va continuer. En tout cas, il faut que ça continue. Ce mouvement, quand même, perdure dans le temps, ce qui est assez remarquable, je dirais, en tant que mouvement. Et donc, il y a quelque chose d'intéressant, et le travail que nous faisons tous les uns et les autres participe aussi à développer encore plus cette prise de conscience.
Étienne Jouard. Moi, il me semble que je comprends bien l'idée du boycott et on peut la suivre, mais on ne fera pas tomber un régime avec des telles mesures. Je ne parlais pas du régime politique, régime de domination, on parlait de pouvoir économique, de pouvoir financier. Qu'est-ce qu'on va changer avec un boycott? On va enquiquiner. Et c'est vrai que... on va enquiquiner, ne serait-ce que le temps d'un instant, pour que déjà le pouvoir économique lui-même se rende compte. Mais vous vous rendez compte de toute la mobilisation, l'énergie qu'il faut pour qu'une entreprise se sente concernée et se donne du mal? Il vaut mieux concentrer son énergie sur l'organisation politique du pays. Mais c'est de l'organisation politique, je dirais. Non, quand on boycotte un produit... Non, on n'est pas sur l'organisation politique du tout, je pense pas. C'est un début d'organisation politique. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais à un moment donné, il ne faut pas compter là-dessus pour changer. Je ne dis pas que c'est la solution non plus. Ouais. Mais puisqu'on parlait de ce pouvoir économique et financier qui contrôle le pouvoir politique, ça peut être une forme de signal intéressant, effectivement. À mon avis, c'est ce genre de réflexion que je peux comprendre, mais qui, à mon avis, a plus d'inconvénients que d'avantages. C'est avec ce genre de raisonnement... on va leur casser les pieds pour qu'ils finissent par céder, qui a conduit les Gilets jaunes dans un premier temps à tout bloquer. Et à mon avis, parce que ça ne s'est pas passé qu'à La Réunion, les blocages, mais à mon avis, c'est une erreur. Je vais vous dire pourquoi. Je comprends bien que les humains du monde qui s'insurgent contre les mauvais traitements, ils ont envie de tout casser comme premier geste, quoi, parce que leur condition devient insupportable. Et donc, on ne peut pas évidemment les blâmer. Mais quand on fait le bilan coût-avantage de ce que ça a apporté, finalement, avoir tout bloqué, ça a mis contre nous les Gilets jaunes, finalement, la plus grosse partie de la population qui se met petit à petit à nous détester parce qu'on n'arrête pas de les enquiquiner. Alors que si on s'en prenait aux vrais tenants du pouvoir, aux vrais oppresseurs, tout en restant favorable, tout en aidant les gens à vivre. Par exemple, quand les Gilets jaunes ont bloqué les péages, quand ils ont ouvert les péages, ils les ont bloqués ouverts en rendant les péages gratuits. Ils ont donné du pouvoir d'achat aux gens, ils nous ont rendu un service public qui n'aurait jamais dû nous être pris, ils nous ont rendu un bien public qui n'aurait jamais dû nous être volé, ils ont fait la œuvre de justice sociale et politique, et ils se sont mis la population en alliés, au lieu de s'en faire des ennemis. Et je trouve ça bien plus malin. Ils s'en prennent aux vrais ennemis du peuple, qui sont les voleurs qui ont acheté les péages à vil prix et qui maintenant nous raquettent, littéralement, avec des péages scandaleux, Vinci, entre autres. Ils s'en prennent aux ennemis du peuple et ils défendent le peuple. Ça paraît plus malin. Si vous voulez, quand on bloque tout, alors quand on va bloquer une entreprise, quand on va la boycotter, c'est possiblement complémentaire, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, ça, oui. Mais je n'en entends pas la fin de la domination parlementaire, quoi. Je veux dire, c'est pas... j'ai pas dit ça non plus. Le fait qu'il devienne constituant me paraît plus dans le terme d'espoir. de pouvoir d'achat, c'est de se rendre compte finalement que c'est nous qui avons le pouvoir d'acheter et que nous avons le pouvoir de ne plus acheter. Également, on renvoie souvent justement quelque chose comme le pouvoir d'achat, comme quelque chose qu'on doit redonner, d'ailleurs vous l'avez dit vous-même, ça a redonné du pouvoir d'achat. Mais les pauvres gens, ils peuvent faire que ça. Individus, les pauvres gens ne peuvent que dépenser. Mais tout simplement de se rendre compte que justement, ils peuvent, ce pouvoir, c'est eux qui l'ont, ils peuvent le dépenser autrement. Oui, et donc on voit sur des entreprises, par exemple, comme Coca-Cola ou ce genre de choses, ça permet à certaines multinationales comme ça, dans certains pays, de réviser leur politique. Je dis pas que c'est la solution, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on voit bien que le pouvoir politique, il est aux mains de l'économie et de la finance. Ça depuis une bonne vingtaine d'années. On l'a vu depuis les années 80 que l'économie a mis la main sur le pouvoir politique. Oui, mais ça c'est avec l'élection. C'est pas nous, les consommateurs, qui pouvons en tant que consommateurs changer. Je fais le constat. Je ne dis pas qu'il faut... C'est vrai que les puissances d'argent, les puissances économiques ont pris le contrôle du pouvoir politique via l'élection, puisque la procédure que nous adorons, c'est ça notre problème, c'est que nous adorons une procédure qui littéralement donne le pouvoir aux riches. La procédure, c'est d'élire, au lieu de voter les lois, c'est d'élire des maîtres parmi des candidats, donc des gens qui veulent le pouvoir, alors qu'on ne devrait pas donner le pouvoir à ceux qui le veulent. Ça fait 2500 ans que Platon déjà disait que ce qui peut arriver de pire à la société, c'est de donner le pouvoir à ceux qui le veulent. Et on élit des candidats qu'on peut aider. Si on peut les aider, un enfant comprend que celui qui a les moyens d'aider, c'est-à-dire le plus riche, Coca-Cola ou d'autres, ou les banques, Goldman Sachs, ont les moyens d'aider, ils ont les moyens d'acheter les journaux et de faire élire
leurs candidats, et ensuite les candidats ainsi aidés et élus sont, et c'est très important, c'est ce qui explique le capitalisme à mon avis, sont les débiteurs de ceux qui les ont portés, littéralement portés au pouvoir en les aidant, et donc leurs serviteurs. Et après ça, les élus servent les intérêts des riches. Mais si vous voulez, la courroie de transmission entre le pouvoir politique et le pouvoir politique, entre le pouvoir économique et le pouvoir politique, la courroie de transmission, c'est l'élection. Le faux suffrage universel qui consiste à désigner des maîtres parmi des candidats qu'on peut aider. Et c'est une procédure que nous avons appris à aimer. Depuis que nous sommes petits, on nous dit démocratie égale élection, élection égale démocratie. Répète mon petit, et puis mes parents me l'ont dit, mes profs me l'ont dit, les journalistes que j'écoutais à la télé me l'ont dit, dans les livres, les manuels, les journaux, tout le monde me l'a dit, donc j'ai fini évidemment par le croire. Qui suis-je pour contester tous ces penseurs qui, tant que je suis enfant, me sont infiniment supérieurs? Donc, je me mets à intégrer que élection égale démocratie. Et moi-même, moi qui vous parle, je l'ai enseigné à mes enfants, à mes étudiants, et de toute bonne foi, puisque je l'avais appris. Et c'est pas un complot, vous voyez, c'est juste une erreur. C'est même pas un mensonge, c'est une erreur. On reproduit les erreurs qu'on nous a enseignées. Cette erreur, vous allez persévérer, puisque vous allez voter aux européennes. Non, je ne vais pas voter, je vais élire. Et donc, il y a une différence importante. C'est-à-dire qu'il faut qu'on accepte de voter, qu'on exige de voter et qu'on. Non, mais je veux souligner simplement qu'il y a une contradiction de mon côté. Dans ce que vous dites. Oui, mais c'est une contradiction, mais qui est légère et qui a ses raisons. Si vous voulez, c'est vrai que pour quelqu'un comme moi qui conteste centralement la procédure de l'élection, qui est comme un abandon de souveraineté, un abandon du pouvoir de décider quand j'élis, quand je mets. La fin justifie les moyens. Non, c'est même pas ça, c'est que, certes, je sais qu'en élisant, je n'obtiendrai rien d'important, je vais pas contrer quelqu'un, peut-être. Même pas, ça va rien changer. Aux élections européennes, vous pouvez voter absolument ce que vous voulez. Tout le pays voterait pour un parti, quel qu'il soit, vous prenez le parti qui vous plaît le plus. Imaginez que nous soyons toute la France derrière lui, 100%, sur 700 députés et quelques européens, non, mais vous n'en auriez que 70. Je parle pas de. Mais oui, mais donc il n'y a rien à attendre. Ce dont je parle, c'est du signal, c'est du signe envoyé à une majorité qui est actuellement au pouvoir et qui est ignorante des droits essentiels. Mais elle s'en fout des signes. Rendez-vous compte, quand il y a 40% de participation, quand il y a 60% d'abstention, elle devrait être complètement délégitimée, mais ils s'en tartinent totalement, il n'y a pas de quorum. Si la liste de l'exécutif termine derrière, eh bien écoutez, moi je serais bien content. Je vous le dis franchement. Bon, d'accord, je peux comprendre ça, et je mets ça dans les effets seconds. Donc c'est une bonne raison d'élire. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là... C'est pas la principale, effectivement. Voilà, sur la raison principale, il n'y en a pas, parce que c'est un combat perdu d'avance, l'élection ne nous sauvera pas. On est d'accord. Même si nous étions très nombreux, et on ne le sera pas, on n'obtiendrait rien à travers les élections européennes, puisque le Parlement européen n'a pas de pouvoir, littéralement, je ne développe pas. Mais indépendamment de cette inutilité sur le fond, il y a quand même une utilité secondaire à donner de la force à des gens que je considère... Les candidats sont quand même pas équivalents. C'est pas parce que... Et donc il y a des petits partis qui sont quand même valeureux. Ils se donnent du mal. Et c'est pas encore des voleurs de pouvoir. C'est des gens qui sont encore honnêtes. Et on peut les aider. Tout à fait. En leur donnant des voix, on leur donne un peu d'argent, mais surtout on leur donne, je crois, du moral, on leur donne l'envie de continuer à se bagarrer. Moi, je pense aux partis europhobes, les partis eurocritiques, les partis qui se battent contre cette prison européenne, cette prison politique, en réclamant le Frexit, exactement. On leur donne du courage en votant pour eux, quoi, plutôt que de ne rien faire. Donc, si vous voulez, on sait qu'on va pas s'émanciper comme ça. Et donc, il y a une contradiction à contester l'élection comme moi, structurellement, institutionnellement, et en même temps à aller élire quand même. C'est vrai que c'est une contradiction, mais c'est une petite contradiction, puisque je le fais en disant que je suis sans illusion. Je sais bien que on ne changera rien d'important comme ça, mais je le fais pour des raisons secondes qui ne sont pas nulles, qui sont d'aider quelqu'un. Je voulais la souligner parce que j'ai la même contradiction que vous. Tout simplement. Et c'est pas grave, si vous voulez, on est tous pétris de contradictions, c'est-à-dire qu'on a tellement d'avis sur plein de sujets différents que de temps en temps ça se croise et ça se contredit. C'est la condition humaine, ça c'est pas très grave, il faut pas que ce soit des trop grosses contradictions. Mais tout le monde en a, hein. Celui qui vous fait grief d'avoir des contradictions, il va falloir le mettre en face des siennes et puis ce sera vite réglé. Je veux dire, on fait ce qu'on peut. Qui n'en a aucune contradiction. On fait ce qu'on peut pour pas se tromper. Merci messieurs, on arrive à la fin de cet échange. J'espère qu'un jour on sera tous, et vous aussi, que nous serons tous gilets jaunes constituants, parce que c'est vraiment une façon révolutionnaire de faire de la politique, mais révolutionnaire au meilleur sens du terme. Ça va être pacifique,
est décisif, c'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose d'historique dans l'histoire des hommes. Quand nous allons tous devenir gilets jaunes constituants, et on n'aura même plus besoin de porter un gilet jaune, quand on va devenir citoyen constituant, on va se donner le moyen d'une vraie démocratie, c'est-à-dire d'un système dans lequel les peuples, comme dans les sociétés primitives dont je parlais tout à l'heure, les peuples se sont enfin donné le moyen à eux-mêmes de décider de leur sort, au lieu d'accepter d'élire, ce qui est une dinguerie récente et courte, mais dont on aura bientôt la peau... Si le mouvement continue à progresser, ça va pas être long. Merci Étienne Chouard, merci Antoine Fontaine. Je rappelle donc Étienne Chouard est professeur de droit, d'économie et politologue. Merci Antoine Fontaine, merci Marc Lewitt. Alors juste montrer les livres donc de Notre cause commune. Instituer nous-mêmes la puissance politique qui nous manque. Ça, c'est la théorie. C'est le préface de Philippe Pasco. Ça, c'est le bouquin théorique. Et puis écrire nous-mêmes la Constitution, exercer centralement pour préparer un processus constituant populaire. Donc, l'occasion de découvrir sa vision, justement, de cette théorie et pratique. De cette processus constituant populaire. C'est très ludique, si je peux me permettre. C'est très, très ludique, notamment l'exercice pratique. Les ateliers constituants, c'est jouissif. C'est jouissif. Très agréable. Enfin, on fait de la vraie politique. Voilà. Merci. Éric Martelly, merci également Marc Lewitt. Donc j'espère que vous avez eu l'occasion, et j'espère que vous avez surtout le plaisir d'aller écouter Étienne Chouard donc en conférence. On aura l'occasion de revenir en tout cas là-dessus, et j'espère que j'ai l'occasion surtout de lui poser quelques questions à l'extérieur pour pouvoir ramener ce que je pense être un peu plus, je dirais, précis sur sa vision du processus constituant. Merci de nous avoir suivis. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Lalles, La Réunion, les Lalles, La Réunion, les Lalles.